Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. C'est Alan qui vous parle. Ça fait très longtemps que j'ai pas présenté un épisode, donc s'il y a un petit peu des petits soucis d'adaptation, veuillez m'en excuser. On se retrouve juste avant les finales NBA. Les finales NBA, ça va être dans quelques heures. Je pensais pas qu'on allait parler d'une finale entre les Bucks et les Suns. On m'aurait dit ça avant le début de saison, et les Bucks, j'aurais peut-être pu y penser, mais les Suns, même si on adorait beaucoup les Suns dans l'équipe, j'y aurais pas pensé. Et donc, pour parler avec moi de ces finales inédites, deux personnes, Tom et Madiane. Comment ça va, les gars? Ça va. Tranquille avant ce final. Est-ce que, franchement, avant de commencer, vous êtes heureux de cette finale NBA? Alors, on va commencer directement. Tom, est-ce que t'es heureux de voir ces deux équipes-là s'affronter à partir de demain? Alors, je suis content par rapport à la nouveauté, mais en même temps, il y a eu tellement de blessures sur le passage. Enfin, je trouve que les équipes qui sont là ont mérité d'être là. C'était difficile, mais ça manque un peu de panache et t'as l'impression que ce sont pas forcément les deux meilleures équipes qui arrivent le plus loin. Ça a été les équipes qui étaient le plus en santé et encore. Madiane, toi, comment t'appréhendes ça? Ouais, il y a eu des beaux matchs et on peut pas dire que les Bucks ou les Suns ne l'ont pas mérité au final, mais ça laisse en fait trop de questions en suspens et sur leur parcours. On peut faire plein de what if sur tiens, si machin se blesse pas, s'il y a pas ça, et malheureusement ça va sans doute entacher le champion et c'est dommage. C'est ça. Toujours est-il que ces deux équipes-là sont en finale NBA. Pour la première fois pour Phoenix depuis les mieux années 90. Et pour Milwaukee, si je me trompe pas, depuis les années 70, je dirais. Ouais, depuis quand ils gagnent le titre. Lou Alcindor. C'est ça, quand il s'appelait encore Lou Alcindor. Et en fait, on a essayé, chaque année, il y a des previews de finale, vous pouvez en lire un peu partout, vous pouvez en écouter un peu partout. On essaie à chaque fois, vous connaissez le tampon Dunk Hebdo, de se différencier comme on peut. Et c'est Tom qui a eu cette idée. On a essayé de se poser certaines questions pour, en gros, on va parler de la série. C'est pas très surprenant. Et on a essayé d'en trouver des axes de réflexion sur cette série, et on a déterminé 6, et c'était marrant parce qu'en réalité, la série, les deux finales de conf se sont finies en 6 matchs, donc on s'est dit, bon voilà, ça fait un petit point qui regroupe Phoenix et Milwaukee, il y a 6 points, 6 questions, 6 sujets qu'on va un petit peu aborder, ça va nous prendre une petite heure, et puis ensuite on partira sur le pronostic, c'est ce qui m'intéresse un petit peu plus, parce qu'on se les est pas fait entre nous, tout ça, même si voilà, dans des lives depuis quelques mois, quelques semaines, on sait un peu les tendances de pic de chaque personne. On va commencer les gars tout de suite, je pense, le vif du sujet. La première question, premier thème c'est Giannis. Pourquoi? Parce que Giannis, il se blesse dans le match 4 contre Atlanta. Il sort, je pense que certaines personnes ont pu penser qu'il s'était fait les croisés, hein, parlons Clairement. cash. Ouais. Clairement. Ça a été la fameuse hyper extension du genou. C'est ce qui est sorti du côté de Vosges. Il loupe le match 5, le match 6, 2 matchs remportés par Milwaukee, aussi aidé parce qu'en face, Trae Young était blessé ou pas à 100%, et aussi parce que il y a eu du côté de Milwaukee un step-up de pas mal de joueurs dans ces deux matchs-là. La question qu'on s'est posée, je te la pose Tom. Si vous n'êtes pas un petit peu fan ou féru de Paris, en France, donc il y a le principe du over-under, c'est plus ou moins en réalité. Tom, quel est le over-under de match joué par Giannis Antetokounmpo dans ses finales NBA? Je pense que Giannis, je pense pas qu'il va revenir avant le match 2. Je pense qu'ils vont le laisser encore une semaine, puisque après le match 2, il y a 2 jours d'écart plein entre chaque match. Donc je pense qu'il va débuter sa série à partir du match 3, voire match 4. Okay. Donc je pense que ouais, peut-être qu'il va jouer, allez, si je dois mettre un over-under, je dirais il joue 4 matchs. 4 matchs, ok. Et pour toi, ça serait parce que la série dure et pas parce que il commence dès le début? Oui, c'est ça. Exactement. Parce que la série dure. 4 matchs parce que la série dure. Ok. Madiane, il joue combien de matchs, Giannis? Moi aussi, je suis aux alentours de 3-4. En gros, je compte en fait une indisponibilité classique si elle est pas trop grave, cette hyper extension. Quoique beaucoup de choses peuvent se fourrer derrière ce terme, donc faut faire attention. On ne sait pas ce qu'il a vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que ces 2 ligaments sont endommagés et que ça va forcément l'handicaper. Moi, j'ai lu entre 2 et 4 semaines, et du coup, pour moi, il reviendra au match 4. Si, et seulement si, les Bucks réussissent à en prendre un minimum à Phoenix.
En gros, pour moi, s'il y a 2-0, il reviendra au match 3 d'entrée, c'est sûr, certain et tamponné. Si jamais ils en prennent un, tu prends pas le risque au match 3 et tu le fais revenir au 4. Parce que ça te laisse vraiment les vraies deux semaines de repos qui sont vraiment le minimum requis pour ce type de blessure. Ok. Après, ça peut être bizarre puisque il y a Chris Haynes qui avait tweeté du coup que si jamais il y avait eu un match 7 dans la finale de conférence face aux Hawks, qu'il aurait pu revenir pour jouer le match 7. Mais après, comment il va revenir? Est-ce qu'il va nous faire une Harden ou c'est un plot pendant tout le match et il navigue en courant de ligne à ligne sans être lui-même, quoi? Ou est-ce qu'on aurait eu vraiment Giannis le vrai Giannis, quoi. Ce de quoi je doute. Et pour moi, c'est quasiment impossible parce que finalement, les symptômes de cette hyperextension, ça va être justement une perte de mobilité sur le genou. Donc, théoriquement, là, actuellement, Giannis ne peut pas tendre sa jambe et poser le pied. Ce qui pose quand même énormément de problèmes dans la pratique du basket, au-delà du coup du mouvement. En fait, il va avoir une mauvaise stabilité sur son genou, il va avoir du mal à l'étendre. Et c'est un risque énorme, honnêtement, s'il revient vite, il risque de les croiser. Enfin, il faut se l'entendre, parce que ses ligaments croisés sont endommagés, et donc du coup, ils sont fragiles à l'heure actuelle, et même s'il revient dans ses finales au bout de 2 semaines, ça restera fragile. De ce que j'ai lu, du coup, je me suis un peu documenté en fin d'après-midi, et donc pour moi, le risque est très grand pour Giannis en cas de retour rapide, mais comme on l'avait avec Kevin Durant avec les Warriors, à mon avis, le joueur sera prêt à assumer le risque. Ouais, c'est dur d'empêcher ce type de joueur de jouer, hein. C'est le rêve pour tout joueur NBA de pouvoir jouer les finales NBA. En plus, Giannis, c'est un joueur qui échoue entre guillemets à cette étape-là, enfin à arriver jusqu'à ce niveau-là. Et pour une fois qu'il arrive qu'il arrive à ce niveau, c'est dur en fait pour lui d'être sur le côté. Déjà on l'a vu vraiment frustré il était heureux d'avoir le trophée pour la finale de conférence, mais on voyait qu'il était un peu frustré de pas avoir pu participer. Ça doit vraiment avoir une saveur particulière pour lui de tenir le trophée, mais de sentir qu'il a pas vraiment pu contribuer à la mesure que lui voulait. Donc ça va être très très dur pour les médecins de l'empêcher de jouer, mais franchement je pense pas les 2 premiers matchs, je suis sûr que non. D'accord. À moins de quelque chose d'exceptionnel, je suis sûr que non. Et après, il faudra voir pour la suite de la série, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose de clé, puisque de la présence de Giannis va découler énormément de choses, quoi, puisque c'est la pierre angulaire en fait du système de Budenholzer et des Bucks. Pour revenir sur ce que tu disais, Tom, sur ce que disait Chris Haynes, je pense qu'en réalité, t'as dit qu'il aurait pu revenir pour le match 7. Mais en fait, c'était plus revenir parce que c'est un match 7 que revenir parce qu'il était prêt à jouer. En fait, il y aurait eu le match 1 au moment du match 7, il serait pas revenu. Mais je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est parce que on est dans le délire de Giannis qui a re-signé aux Bucks et dans son prime, voit une ouverture pour gagner le titre. Et donc, malheureusement, oui, je pense qu'il va être prêt à tout pour revenir. Moi, je dirais un petit peu comme vous. Je dirais que je le revois au match 3, je dirais que je le revois au match 3. Après, beaucoup d'intox, beaucoup d'écrans de fumée aussi. C'est normal, hein, on sait pas tellement. Mais ce qui m'intéresse plus, les gars, avant qu'on passe à une autre question, c'est, simplement, comment vous avez trouvé les Bucks sans Giannis sur les 2 derniers matchs contre Atlanta? Assez simplement, Tom. Moi, je les ai trouvés plutôt intéressants. Alors, le premier match, j'ai été un peu déçu de les voir se faire totalement dominer par Lou Williams, quoi. Enfin, Louis, il a calé des playoffs, les gars. Jamais de la vie j'aurais imaginé ça. C'était vraiment très surprenant en fait de les voir n'avoir aucune solution contre Lou Williams, sachant que Trae Young ne jouait pas. Je pense que ils ont peut-être pris l'équipe de haut et ils se sont fait attraper, et puis ils ont changé après un peu les couvertures défensives. Ils se sont rendus compte que oui, si c'est Lou Williams qui a la balle en main, toutes les extra passes que tu pouvais couper, ou du moins les cross courtes passes
qui sont dans les coins et que Trae Young arrivait à trouver, Lou Williams il peut pas les faire, c'est pas ça. Lui il va essentiellement se contenter de scorer et ils ont du coup ajusté et ça s'est bien passé pour eux. Et puis je trouve que globalement ils ont fait un beau boulot en mixant les couvertures défensives, en faisant un petit peu plus tourner la balle, et on a vu que beaucoup de charge entre guillemets du playmaking et du scoring se sont retrouvés dans les mains de Jrue Holiday et de Chris Middleton là, et on a vu que les joueurs du banc qui comme Bobby Portis ont réussi à apporter un petit peu plus que ce qu'on pourrait penser, et voilà, ça a été vraiment une bonne chose de les voir un peu sans Giannis, un peu comme les Suns qui ont joué une partie de la finale de conférence à l'Ouest sans Chris Paul, où t'as pu revoir un style de jeu où l'équipe courait beaucoup plus avec Cam Payne à la main. Mais là on a vu les Bucks dans un style de jeu un petit peu plus aéré, beaucoup plus de transmission, notamment au niveau du dunker spot, avec des relations grand entre Brook Lopez et Bobby Portis. Donc non, globalement c'est positif ce qu'ils ont montré sans Giannis. C'est dommage qu'on n'ait pas vu ça avant, quoi, notamment quand Giannis est sur le banc. Ouais, ils ont une rotation très courte sur le 5. Moi ça m'avait un peu interpellé, le fait d'être aussi court. Ils avaient pu élargir du coup sur le 6, mais aussi parce que dans le troisième quart-temps ils avaient fait l'écart et du coup ils s'étaient permis un peu plus de largesse. Moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la recherche de match-up offensif favorable pour eux. Ça ils ont beaucoup cherché, et il y a aussi autre chose, je les ai trouvés très tranchants lorsque la défense des Hawks était pas en place. J'ai souvenir de pas mal de séquences que j'ai revues tout à l'heure où on voyait Bogdanovic par exemple pas tout à fait en place et il l'attaquait immédiatement. Il y avait pas d'hésitation en fait. La balle passait directement aux joueurs un peu libres et il partait attaquer, et ça j'ai trouvé ça extrêmement bien. C'est un jeu différent, c'est-à-dire que c'est pas Giannis qui remonte la balle à toute vitesse dans ces phases où il y a des transitions et où la défense adverse est pas en place. Ils l'ont fait du coup via leur backcourt. Donc ça prouve que ils ont via ce backcourt quand même des ressources à opposer aux Suns. Mais clairement, puisque moi j'aurais pensé vraiment que ce serait le niveau offensif de par exemple si on prend le backcourt avec Middleton et Jrue, je pensais vraiment que c'était le niveau offensif de ces gars-là qui allait être augmenté. Mais mine de rien, par exemple Middleton, il y a aucune différence entre son usage rate avec et sans Giannis sur la série. Il est à 27 avec Giannis et 27 sans Giannis. Au niveau du touche. C'est pas vraiment ça. Autant il utilise, c'est l'usage des possessions. Il utilise, il finit le même pourcentage de possession avec et sans Giannis, avec des résultats un petit peu mieux pour lui, avec par exemple 56% de true shooting sans Giannis contre 52 quand il est là sur la finale de conférence. Là où on voit la grosse différence, c'est au niveau de l'assist rate, c'est le pourcentage des passes décisives de l'équipe que lui réalise. Il est passé du coup de 22 à 27, et le plus gros bond dans cette catégorie là, c'est vraiment Jrue Holiday qui est passé à 40% d'assist percentage sur les matchs où Giannis n'était pas là, quoi. C'est l'équivalent de Chris Paul, pour donner un exemple, c'est l'équivalent de Chris Paul. La transition est parfaite. Franchement, les gars, vous avez parfaitement géré cette transition, parce que la deuxième question qu'on voulait se poser, c'était pas l'affrontement des bacs courtes, mais en réalité l'idée que le point fort de Phoenix offensivement, on va pas se mentir, c'est le bac court. C'est le bac court Chris Paul, Devin Booker. Et ce bac court là, sur les 3 premiers tours des playoffs, il n'a pas réellement eu à affronter un bac court qui offensivement pouvait le challenger. Au premier tour, LeBron, c'est pas vraiment un joueur du bas court, même s'il a la balle, et puis il était pas à 100%, et puis Dennis Schroeder, ça a été Dennis Schroeder en playoff, donc on n'a pas besoin. C'est-à-dire que Lou Will a été meilleur que Dennis Schroeder sur ses playoffs. Ouais, mais le seul match où Schroeder a été bon, les Lakers ont gagné. Le 3, c'est ça, non? Je crois que c'est le 3. Ouais, le 3, c'est ça. Ouais, c'est ça, le 3. Ensuite, ils ont affronté le back court des Nuggets qui, déjà n'avait pas Jamal Murray. Je pense que s'il y avait eu Jamal Murray, ça aurait pas du tout été la même chose. Et ensuite, en finale, ils ont affronté. Alors, on peut pas vraiment dire que le backcourt des Clippers n'est pas bon, parce que c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué de déterminer qui est les membres de ce backcourt en réalité. Puis Reggie Jackson est incroyable. Reggie Jackson a été incroyable, plus dans un délire de spot-up shooter, de finisseur d'action. Mais Kawhi n'était pas là. Donc, pour moi, ça change tout, parce que oui, il est pas membre de ton backcourt, mais en réalité, il a le ballon en main, donc il génère de l'attaque, donc il va pouvoir, par des capacités de switch,
se retrouver à peut-être être défendu par Booker ou par Chris Paul. Donc non, mais en n'étant pas dans ton backcourt, il va quand même stresser le backcourt adverse. C'est ça que je voulais dire. La question qu'on se pose maintenant, c'est, vous venez de le dire, Middleton, Jrue Holiday, c'est pas le même niveau offensivement que les 3 backcourts qu'ils ont affrontés. Comment vous pensez que le backcourt des Suns, donc le duo Chris Paul, Devin Booker, va résister, entre guillemets, va jouer contre cette opposition qui offensivement va les mettre à mal et va les forcer à se donner plus de l'autre côté du terrain. Bah, déjà dans un premier temps, la première chose, c'est que non seulement là ils vont affronter un backcourt qui est beaucoup plus électrique et dynamique offensivement, mais aussi c'est un backcourt qui, on en parlera après, mais si Bud continue avec le line-up qu'il a aligné pour finir la finale de conférence contre les Bucks, contre les Hawks, c'est un backcourt qui est très grand et ils ont pas l'avantage de taille du coup sur ce backcourt là, et surtout que ce qui est surtout pour par exemple Chris Paul et Devin Booker, ce sont plus des joueurs ce sont pas des joueurs qui blow by les gars, ce sont des joueurs qui vont essayer de créer la séparation en shootant au-dessus. Et d'avoir des joueurs plus grands face à eux, ça peut déjà leur poser problème. Ensuite, ça va être des joueurs qui vont leur faire travailler défensivement. Ça, c'est quelque chose, moi je pense qu'il y aura pas mal de match-up en croix, de cross-match, où je pense que Devin Booker sera caché quelque part, puisque quand on prend le 5 global aujourd'hui des Suns, Devin Booker est le moins bon défenseur du 5 majeur. Donc je pense que si il y a des bons défenseurs à côté aussi. Il y a des bons défenseurs. Il y a des bons défenseurs. Comment ? Voilà. Oui, il y a de bons défenseurs. C'est pas, alors c'est vraiment pas une critique, hein. C'est vraiment pas une critique, hein. Puisque c'est un joueur qui est plutôt solide, notamment au poste. Donc, enfin, c'est pas une critique, hein. C'est juste que, comme il y a de très bons défenseurs autour, les Bucks pourront, entre guillemets, chasser Devin Booker et essayer de l'attaquer, soit de façon frontale, c'est-à-dire en l'impliquant, sur du pick and roll, soit en faisant de lui le joueur, par exemple, qui doit taguer le rollman pour le forcer à prendre des décisions sur les aides. Un peu comme ce qu'ils ont essayé de faire. C'est d'ailleurs Lucas de Suns MFR et de l'école Parquet qui disait ça, que ils ont utilisé du coup la façon dont les Suns ont utilisé contre lui Michael Porter Jr. en faisant de lui le défenseur d'aide pour qu'il se trompe dans les décisions, notamment sur les aides. Et Dieu sait qui s'est trompé. Donc ça, c'est quelque chose. Ah, ça, c'est Michael ça. Porter Jr. Hein. C'est ça. Donc du coup, ça peut être aussi un autre moyen de l'exploiter. Moi, je pense que offensivement, on aura quand même des joueurs solides. Depuis le début des playoffs, ce sont les 2 grosses sources vraiment de l'attaque des Suns, tout simplement parce que ce sont les 2 joueurs qui sont les moins talents dépendants du roster. Quand tu regardes, à 2, ils compilent 41% des points et 61% des passes décisives. Donc ce sont vraiment les gros moteurs de l'équipe, et je pense que ça va continuer comme ça, mais il y aura beaucoup plus de déchets puisqu'ils seront obligés de travailler de l'autre côté du terrain, ils auront pas vraiment moyen de se cacher. Bon, Adiane, tu vois ça comment toi ? Oui, moi je trouve que ça pose une difficulté, mais ça va dépendre en fait d'autres joueurs. C'est-à-dire que évidemment sur le match-up en lui-même, ça pose un problème parce que tu ne peux pas cacher les deux en même temps. T'es obligé de faire un choix, et du coup il y en a forcément un des deux qui va devoir travailler plus fort que ce que tu pouvais avoir auparavant. Et l'âge de Chris Paul n'est pas un secret de polichinelle, donc voilà. Ça reste quand même, il a vécu quand même des séries de playoffs quand même difficiles en soi physiquement, avec quand même le dernier souci, c'est visiblement un souci au poignet qui l'a handicapé. Donc voilà, donc il faut voir. Pour moi ça va être très dépendant aussi de la production, c'est-à-dire que des fois Jrue ne met pas dans notamment le début de série face aux Nets, où c'est très très difficile pour lui offensivement, et pour moi ça va beaucoup dépendre de sa production. Je pense que Middleton est en jambes, et on en parlera un peu plus tard, et je pense que Middleton typiquement sera plutôt gardé par un joueur d'aile,
et du coup pour faire un des deux, et du coup il y en a forcément un des deux qui devra se farcir Giroud, et ça va beaucoup dépendre de son adresse, de sa capacité à être agressif, et je pense que en plus niveau potentiel physique, alors moins sur Booker, certes, mais il peut leur faire balle par son volume. Donc moi, ce que j'attends vraiment, c'est de voir Booker être sur Giroud et peut-être tenter de cracher Chris Paul. Je pense que c'est l'option que tenteront de prendre les Suns, parce que pour moi c'est la moins risquée des deux. Je pense que Chris Paul est un joueur très malin, mais je pense qu'il vaut mieux le cacher et garder sa capacité à aller chercher des points au bon moment, à commander le terrain et à aller chercher parfois des points à l'expérience. Moi, c'est ce que j'apprécie énormément chez ce joueur, c'est que quand l'équipe est un peu dans le mal, il est toujours là à remettre en fait la bonne action offensive qui va bien, à bien chercher le tempo offensif, et pour moi c'est beaucoup plus précieux que peut-être un peu moins de réussite au tir que de Devin Booker. J'ai une question un peu tactique, on va pas trop la développer parce qu'on la développera peut-être plus tard sur les pivots, mais en réalité, quand on regarde les gars, Phoenix, il joue surtout du drop, donc c'est-à-dire qu'avec DeAndre Ayton sur le pick and roll, en fait, c'est deux équipes d'ailleurs qui jouent beaucoup de drop. C'est assez intéressant, mais elles sont là. Ça ne veut dire rien du tout que le switch est mort, rien, pas du tout. Mais ça veut dire que avec un certain type de personnel, le drop peut fonctionner, mais pas un drop simple, caricatural, Hassan Whiteside-esque. Un hard drop. En gros, moi, c'est la question que je vous pose, c'est donc Ayton drop souvent, donc il recule, donc il n'y a pas vraiment de possibilité de switch. Pourtant, on a vu. Moi, déjà à Milwaukee, Middleton, il cherche que le switch à chaque fois, il cherche que à se retrouver contre un défenseur pas plus petit, comme tu as dit Tom, pour s'élever contre lui. Pareil pour Jrue Holiday qui adore pousser en transition fort. Il le faisait très bien contre les Nets, notamment quand les Nets jouaient avec comment il s'appelait, Mike James, ou quand il s'est retrouvé contre Trae Young, ou il s'est retrouvé contre Williams. Ils adorent faire ça. Donc soit en transition, soit sur attaque passée, il y a cette volonté de Holiday ou Middleton d'aller chercher le match favorable. De toute façon, on est en 2021, on est en NBA. En 2021 NBA, en attaque, tu vas chercher l'élément le moins fort adverse et t'essayes de l'exploiter. Est-ce que vous pensez que Phoenix peut nuancer ses couvertures sur pick and roll pour éviter de trop mettre de stress sur un Chris Paul ou un Booker? Est-ce que c'est possible, ou est-ce que philosophiquement Monty Williams va se dire que ça fonctionne comme ça depuis 3 tours et qu'il va continuer? Moi je pense que c'est possible, tout simplement parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu Chris Paul, voire même Devin Booker vraiment se battre pour passer au niveau des écrans, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer le niveau de compétitivité de ces joueurs-là, et je pense que là ils savent que c'est une occasion en or qu'ils ont, et je pense qu'ils feront les efforts. Après, pour ce qui est de DeAndre Ayton, je pense que même si Phoenix joue le drop avec lui, je pense qu'ils sont capables de faire du edge, du show and recover. Enfin, ils sont capables de jouer plusieurs types de défense. Ils sont capables de varier. Voilà, ils sont capables c'est pas parce qu'ils varier. ont pas varié qu'ils ne savent pas varier. Voilà. C'est ça. Et puis, faut pas sous-estimer aussi la taille des bras des joueurs. En fait, au niveau sur des joueurs qui sont quand même si là on a un entre guillemets un jumbo line-up du côté des Bucks. Les Suns sont quand même assez longs, ils sont très bons pour tout ce qui est couper les lignes de passe, laisser très peu d'espace aux adversaires. Donc je pense que défensivement je pense qu'ils auront pas vraiment de problème à défendre, puisqu'ils ont la chance de pouvoir avoir un pivot entre guillemets licorneux défensivement, qui leur permet de jouer plusieurs types de couvertures défensives sans forcément être mis en danger. Ce qui me ferait le plus peur pour eux, par exemple, c'est si jamais ils commencent à faire du switch à tout va. Et on sait très bien que à partir du moment où tu fais du switch et le grand doit sortir de la raquette, il te faut soit de la protection de cercle secondaire, soit d'être capable de punir au rebond, parce qu'on l'a vu encore une fois, les Bucks l'ont fait très bien face aux Hawks.
c'est que une fois que tu essaies de cacher par exemple un joueur sur PJ Tucker, en l'occurrence par exemple Trae Young, et qui avait la couverture en drop de Capella, ben Capella sortait entre guillemets, il y avait un contre un qui était joué, et même si le shoot était raté, ben tu te faisais punir au rebond offensif. Exactement. Marianne, tu veux conclure sur ça? Est-ce que tu veux qu'on parte sur la troisième question qui concerne un joueur précis dans la série? Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la série aura deux faces. Pour moi, ça va être avec ou sans Giannis. C'est-à-dire qu'au début, quand il n'y aura pas de Giannis, pour moi, ils peuvent peut-être se permettre un peu plus de largesse défensive et du coup peut-être faire un peu plus de switch à partir du moment où Giannis rentre en danse et s'il est dans une bonne forme. Donc là, c'est de la théorie. Là, je pense que ça devient de plus en plus dangereux parce que tu vas te faire très vite dépasser et là, il faut verrouiller ta raquette. Et là, DeAndre Ayton pourra pas se permettre de sortir et donc pour moi ça leur enlèvera une option. Ça va être aussi, je pense, la série va changer très fortement sur les options défensives qu'auront les Suns dès lors que Giannis pourra jouer. Après, pour moi, Ayton par exemple, c'est un bon gars pour défendre Giannis. Oui. Moi, je le mettrais plus sur Giannis que sur Brook Lopez, hein, limite, hein. Si jamais il y a le match-up, je le mettrais plus sur Giannis que sur Brook Lopez, hein. Mais Brook Lopez peut te tirer au-dessus de la tête, du coup. Oui, mais je pense que tu vis avec, hein. Si tu peux accepter de te prendre un barrage à 3 points de Brook Lopez, on est en finale NBA. Ouais, mais enfin, tu vois, t'as très vite fait de perdre un game un peu bête sur ça, parce que c'est arrivé, hein. C'est arrivé, du coup, il y a 2 matchs. Et tu perds le match et je sais pas si tu prends ce risque-là parce que je trouve quand même que le risque est que si jamais il tire au-dessus de ton gars, Non, mais ça, Madjan, t'acceptes de le perdre s'il y a Giannis, t'acceptes pas de le perdre s'il y a pas Giannis, ça c'est pas normal. C'est sûr. C'est pas normal qu'il ait perdu sans Giannis le 5 Atlanta, mais si demain il y a Giannis et dans un match clé, ils en prennent 35 de Brook Lopez, et là tu dis bon OK, qu'est-ce que tu veux faire? Après, c'est vrai que en saison régulière, c'est des deux équipes qui s'étaient jouées et enfin, j'ai regardé un petit peu les highlights de ces matchs-là et il y avait pas mal de Jay Crowder sur Brook Lopez d'ailleurs. Il y avait pas mal de Jay Crowder sur Brook Lopez. Donc peut-être que on verra. De toute façon, ça dépend beaucoup de Giannis cet ajustement-là. Donc on verra comment ça se passe, mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'Ayton sur Brook Lopez quand Giannis sera là. On va reparler de ça, monsieur. On en a déjà un peu parlé, on va reparler de ça. Troisième petit sujet. On va parler d'un joueur. Un joueur qui, je pense que si on fait la liste aujourd'hui, on demande un peu un panel de 100 personnes. C'est le combienième meilleur joueur de la série. Je pense qu'il sortirait en 4e position, moi. Je pense que les gens diraient son nom en 4e position. C'est Chris Middleton. La question qu'on va se poser, Madiane, est-ce que Chris Middleton peut être le 2e meilleur joueur de la série? Ça va être très très difficile. Avec ou sans Giannis? Les deux. Alors, le deuxième, ça veut dire, pour moi, s'il passe devant Giannis, c'est inquiétant pour les Bucks, mais c'est possible parce que il jouera tous les matchs. Moi, je suis sceptique. Je le cache pas, je suis un grand sceptique, notamment parce que il a eu ses coups de chaud et c'était très bien, mais moi, j'ai regardé les coups de chaud à un moment. Il reçoit mais des cadeaux. Il a un lay-up offert par Bogda. Ensuite, ça enchaîne sur un tir ouvert. Ensuite, c'est Huerter qui est balancé sur lui et il lui tire au-dessus. Ouais. Et derrière, il lui envoie Cam Reddish et c'est déjà trop tard en fait. Et quand t'es obligé d'envoyer Cam Reddish dessus, enfin, ça prouve bien que t'avais un matériel quand même très limité. Et moi, malheureusement, pour moi, le matériel qu'ont les Suns est un peu plus chiant. Et j'ose imaginer que, enfin, contre les Nets, il n'y avait pas ça non plus. J'imagine quand même qu'il va être un peu plus ralenti, qu'il sera un peu moins libre de ses mouvements, surtout au début. Sans Giannis, on laissait tomber. Ça va être l'une des principales zones d'attention de la défense des Suns. Et du coup, moi, je pense qu'il sera pas gardé par ni Booker ni Paul, mais qu'ils enverront, ils enverront un de leurs ailiers. Bridges ou Crowder. Ouais. Et je pense qu'ils peuvent se le permettre. Et de par ce fait, je pense qu'il sera quand même un minimum ralenti. Et je le vois pas être plus important
que Devin Booker ou que Chris Paul dans ces finales? La question, on la pose, Tom, je te relance tout de suite, parce qu'en réalité, j'ai l'impression qu'il y a les analyses sur Middleton playoff après playoff, c'est du chaud-froid. Soit c'est toujours très positif, soit très négatif. Si on peut lui rendre à César ce qui est rendable à César, match 6-7 contre Brooklyn, match 5-6 contre Atlanta, c'est parfait. Il est super bon, franchement, il est vraiment super bon. Moi, j'ai toujours trouvé son jeu extrêmement, pour reprendre un de tes termes, sinusoïdal, parce que pour moi, c'est, en fait, sans son adresse sur du pull-up contesté, il fait pas grand chose d'autre, en fait. Alors après, c'est un tel shooter que, il peut vivre de ça. Mais est-ce que pour toi, Tom, il peut être, en réalité, la question, elle est là. C'est, s'il y a Giannis, est-ce qu'il peut être meilleur que Chris Paul et Devin Booker sur la série? Et s'il n'y a pas Giannis, est-ce qu'il peut être meilleur que l'un des deux? Je pense qu'il peut être meilleur que l'un des deux par séquence, mais sur l'ensemble de la série, pour moi, ça me paraît difficile. Il faut voir aussi au niveau de DeAndre Ayton aussi, qui peut peut-être lui passer devant sur certaines séquences, parce que ça va être un joueur très important. Après, le truc avec Chris Middleton, comme tu dis, il y a beaucoup d'écart type, en fait. C'est un joueur qui a beaucoup d'écart type entre ses grosses et ses mauvaises performances. Et limite, en fait, quand tu regardes ses moyennes, je pense que ses moyennes sont hyper trompeuses parce que t'as jamais le genre, c'est un peu comme, tu vois, LeBron, on disait que ses moyennes en carrière, c'est genre 27, 7, 7, mais il le fait que très rarement, cette stat-là. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour Chris Middleton. Il est jamais vraiment 23, 5, quoi, Middleton. Ouais. Voilà, c'est ça. Il est soit beaucoup plus haut, soit beaucoup plus bas. Un peu comme Paul George, où la moyenne ne te dit pas ce qu'il fait, en fait, match après match. Et donc moi, je pense qu'il peut l'être sur quelques matchs, mais sur l'ensemble de la série, je pense pas qu'il pourra s'élever à ce niveau-là, parce qu'il aura énormément de travail des deux côtés du terrain. Il aura énormément de travail des deux côtés du terrain. Mais donc pour toi, ça sera plus le résultat du fait qu'en face, ça va être aussi, il y aura qu'il y a de très bons joueurs, et c'est pas simplement que lui n'a pas peut-être le niveau pour être cette superstar qui est deuxième meilleur joueur de ces finales. C'est aussi parce que Chris Paul et Devin Booker ou DeAndre Ayton, comme tu le dis, sont excellents et sont d'excellents joueurs de basket. C'est ça. Et puis la charge, enfin, certes, il y a énormément de playmaking pour terminer les Hawks, mais il y a aussi pas mal de pertes de balles bêtes. Et là, ça va pas pardonner face à des Michael Bridges, des Jay Crowder, des Chris Paul, des joueurs comme ça. Ça va pas pardonner ce type de perte de balles, parce que même si Phoenix, on sait que c'est pas une grosse équipe de transition, c'est l'une des équipes les plus efficaces des playoffs en transition. Donc faudra pas leur en laisser. Ce qui est intéressant, enfin, là on sort de la série face à Atlanta. Vous avez pensé quoi, par exemple, de l'habileté au tir de Chris Middleton sur la série? Si on m'avait posé la question sans que je regarde la stat, j'aurais dit mais il a été excellent toute la série. Il a tiré à 27% à 3 points. Le premier match le plombe pas mal. Ouais, mais c'est exactement le symbole de ce qu'il est. Et moi ce que j'espère pour les Bucks, c'est que les planètes s'alignent lors d'un des deux games à Phoenix, le 1 ou le 2 sans Giannis potentiellement, où là, si les planètes s'alignent avec Middleton bien dedans, Jrue Holiday bien dedans, Brook Lopez qui vient apporter, PJ Tucker qui arrive à mettre ses 3 points dans le corner, ça aussi c'est quelque chose. Je vais encore me faire une transition parfaite, moi, Yannick. En tout cas, pour moi, il faut qu'il en prenne. Il faut que les planètes s'alignent au moment où il sera bon. Je pense qu'il y aura des trous dans sa série. Je le vois pas à ce niveau-là, mais s'il aide les Bucks à en prendre au minimum un sans Giannis avant son retour, potentiellement au 3 ou au 4, pour moi, ce sera déjà extrêmement bien pour les Bucks. Complètement. Il sera peut-être pas le deuxième meilleur joueur de la série, mais il aura été excellent dans un des deux matchs. Ça, je suis d'accord. Les gars, on va passer, c'est un truc qui m'intéresse moi toujours, c'est quel est le moins bon joueur sur le terrain dans une finale NBA. Cette question-là, je suis désolé, c'est la question la plus intéressante, je trouve, à chaque fois, parce que, alors, c'est les finales NBA, c'est censé être, pas les deux meilleures équipes, parce que des fois, elles peuvent s'affronter avant, mais c'est quand même censé être quand même la crème de la crème, 2 des 4 meilleures équipes de la ligue qui s'affrontent. Là, on a le troisième et le deuxième au niveau du net rating, hein. Les deux sont à plus 7 de net rating sur les playoffs. Donc c'est quand même la crème de la crème. C'est quand même du haut niveau. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, alors, 2 choses. Qui termine les matchs?
dans ces équipes-là, parce on peut prédire qu'il y aura des fins de match serrées, c'est quand même deux bonnes équipes. Et qui est le moins bon joueur de ces donc si Giannis joue, je pense que le moins bon joueur c'est PJ Tucker des 10. Des 10 joueurs, des 2-5 de départ. Et en fait, Tom, tu voulais qu'on parle de PJ Tucker parce que tu voulais toi te poser la question sur comment la présence de PJ Tucker va influencer sur les choix défensifs du côté de Phoenix. Donc si tu veux développer un peu ça en réalité, donc en gros c'est un petit peu la théorie de cacher un joueur sur PJ Tucker et comment ça peut influencer les deux équipes des deux côtés du terrain, mais vu qu'on est en finale NBA, ça va être vraiment mis à son paroxysme. C'est ça, parce que PJ Tucker là avec peut-être l'absence de Giannis ou même quand Giannis va revenir, c'est un joueur qui, vu que les Bucks sont très courts et manquent de two-way players, c'est un joueur qui sera amené à avoir beaucoup de minutes, et qui dit que PJ Tucker a beaucoup de minutes dit que il va camper dans son corner tranquillement, et du coup il y aura moyen de cacher un joueur sur lui pour l'économiser. Alors moi je sais pas, au début je pensais que ce serait plus Chris Paul qu'on mettrait dessus, puisque la charge l'équipe les Suns, alors oui, Devin Booker magnifie entre guillemets l'équipe est capable de fulgurance, mais l'équipe c'est entre guillemets l'équipe de Chris Paul, l'équipe joue à son tempo, c'est lui qui contrôle les possessions, c'est lui qui sert tout le monde et qui donne les ballons. Donc je pense que c'est lui qui verra en fait sa charge entre guillemets la plus limitée en défense, en étant caché plutôt sur PJ Tucker, sachant que lui par contre c'est un joueur qui est un bon joueur d'aide aussi. Donc je me dis que ça peut être lui qui sera le joueur caché sur PJ Tucker, puisque il pourra être apte à, par exemple, à surcharger un côté du terrain, venir faire un petit pressing, venir faire une aide, faire peur sur le tag du rollman et tout ça. Enfin, ou anticiper même par exemple une cross court pass après un pick and roll qui trouverait du coup PJ Tucker. Donc je pense que c'est plus Chris Paul qu'on mettrait sur lui, mais en même temps je me dis que ça peut être Mikal Bridges qui jouerait par exemple un peu en safety, quoi, enfin un peu joueur, mettre un genre de deuxième rideau. C'est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup l'idée, Tom, parce que justement, notamment dans un scénario Giannis, t'as besoin de ça. T'as besoin de ça si jamais Giannis en capacité physique fait le débordement. Du coup, tu te dis que vaut mieux couper l'accès avec ce deuxième joueur et laisser la passe se faire dans le corner à PJ Tucker, qui mettra ou pas son 3. Ce qui est un peu Giannis à Milwaukee, d'ailleurs, par moment. Ce qui est un peu ce que fait un peu Giannis, Il laisse deuxième rideau sans te couper, moi. Exactement. Donc pour moi, ce sera extrêmement intéressant parce que tactiquement, tu préfères évidemment ne pas laisser Giannis accéder à ton cercle et laisser PJ Tucker tirer son 3 points dans le corner, et t'as de bonnes chances qu'il le rate quand même. C'est pas non plus, c'est pas une garantie. Pas autant que Giannis qui dunk dans ton cercle. Donc pour moi ça va être une option extrêmement intéressante. Après, c'est aussi à voir en fonction du tempo de la rencontre, etc. Je pense quand même que laisser Chris Paul sera dans les 2 premiers matchs dessus. Je pense que ça reste l'option la plus évidente. Après, à voir, parce que si Giannis arrive à faire la différence sur un pas, là pour moi il faut changer, et effectivement ton idée est extrêmement bonne à mes yeux. Ouais, c'est l'idée du deuxième rideau, c'est complètement sous-coté l'importance de Giannis. Souvent on en parle entre nous, et c'est vrai qu'on aimerait, des fois on a l'impression, Ilias on en parle souvent, ce serait pas mal que Giannis des fois prenne en 1 contre 1 un gros joueur, mais il est aussi extrêmement important dans ce deuxième rideau, parce qu'en fait ça te permet de couper l'accès au cercle et de donner un bon tir, mais un shooter moyen, en fait. Voilà. Dans un mauvais timing. Et dans un mauvais timing. Et en fait, c'est extrêmement clé. Mais moi, c'est pour ça que les gars, je suis pas sûr que PJ Tucker termine les matchs. Moi, je pense plus que c'est Connaughton, personnellement. Oui, mais ça c'est dans le cas Giannis est là. Ça c'est dans le cas où il y a Giannis, les deux vont terminer le match pour moi. Ce qui là est problématique. Là est problématique. Ouais. Attention, les Suns ont beaucoup laissé ces tirs-là, même à Maurice contre les Clippers. Clairement, ils sont tout à fait capables. Aussi. Ouais, ils sont tout à fait capables de laisser ces tirs-là, et on l'a bien vu contre les Clippers. Moi, ça
je m'attends à ça. Ça serait presque étonnant qu'il ne laisse pas ces tirs-là. Et c'est vrai que du coup, ça pose la question de si PJ Tucker ne met pas ces 3, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, dans ce cas, il doit sortir quasiment. Et peut-être que tu joues plus petit, hein. Ouais, mais après, tu vois, la série contre les Clippers, Devin Booker était entre guillemets le joueur qu'ils essayaient de cacher entre guillemets et qui finissait sur Morris, et du coup il y avait des possessions où finalement il se chopait pas le 3, mais Morris le chopait dos au panier et essayait de l'emmener sur son spot. Donc ce serait intéressant peut-être de voir qui ils vont choisir, ou est-ce qu'ils vont alterner et changer le joueur caché en fonction de ce que ça donne aussi au niveau du terrain, puisque on a vu que les Bucks, même si tu peux anticiper la présence de PJ Tucker dans le corner, des fois il va te sortir un back screen pour quelqu'un d'autre, et du coup où t'auras un changement avec Brook Lopez et tout ça. Donc au final peut-être que tu peux le laisser entre guillemets et faire comme si tu défends à 5 contre 4, mais ça reste un joueur NBA. Oui. Ça reste un joueur NBA, et c'est un joueur qui est capable de se rendre utile même quand tu en allant faire en allant faire des écrans non porteurs quelque part où tu t'y attends pas, quoi. Oui, c'est plus le PJ Tucker de Houston, non, mais ça reste un joueur NBA de rotation NBA, d'une équipe qui gagne et d'une équipe qui passe des tours de playoff et qui a joué des équipes quand même qui avaient du monde à l'aile, premier et deuxième tour je pense notamment, et qui n'a pas été ridicule non plus, surtout défensivement. Moi c'est celui qui a le mieux défendu KD. Le problème c'est que là on parle de l'autre côté du terrain, parce que tout le monde aime bien toujours parler d'un des deux côtés du terrain avec chaque joueur. Au NBA en 2021, qui plus en finale NBA, faut être bon des deux côtés du terrain. Sinon, franchement, ça va être super problématique. C'est pour ça que à chaque fois que quand on parle de Milwaukee, j'entends des mecs disent l'idée Bryn Forbes, oui peut-être, mais en réalité, oui, il suffit qu'ils te mettent pas 2 tirs sur 2 possessions de suite ouvertes, il se fait sanctionner de l'autre côté, t'as pris un -4 ou un -6, et ça se joue comme ça. Mais comme on disait tout à l'heure, après on va passer à autre chose, si je suis Phoenix, j'accepte de perdre si je me prends 5 ou 6 corners, paniers dans le corner de PJ Tucker. Oui. Comme j'accepte de perdre si je me prends 4 ou 5 pick and pop à 3 points de Brook Lopez. Dans l'optique où il y a Giannis, comme tu le disais toujours, Tom. Mais ça, au moment où on enregistre, on ne sait pas, en fait. Donc on parle de plein de choses, mais on va être très vite, peut-être déçu ou très vite conforté dans des idées. 5e question, il en reste 2. Il en reste 2 grâce à Lou Will, hein, parce que sinon on aurait dû en faire 5. Non, mais je pense qu'il faut parler de Lou Will, parce que je crois que c'est un des trucs qui a le plus choqué Tom dans ses playoffs, c'est que Lou Will a été bon dans ses playoffs. 2 séries. Oui, et puis franchement, il a été bon contre Milwaukee et contre Philly. Il a pas été bon contre n'importe qui. C'est juste ça que je voulais dire. Non, mais c'est surtout la combinaison en fait du backcourt, la combinaison du backcourt Young, Lou Will, qui se fait passer de l'autre côté du terrain. Il met cher à New York aussi, hein, c'est vrai ça. Hein. Complètement. Les gars, on va parler un peu de la bataille des pivots. J'ai un peu évoqué le cas d'Ayton défensivement sur est-ce qu'il pourrait y avoir des ajustements face au backcourt des Bucks qui aiment beaucoup aller chercher le bon switch. En face, on a parlé de Lopez, de son importance dans le schéma défensif, comme vous l'avez dit, surtout sans ou avec Giannis, c'est plus la même chose, et peut-être de son rôle offensif. On a un pivot vétéran, et un pivot qui a relancé un peu sa carrière du côté de Milwaukee, et qui est pour moi, voilà, qui est clé dans le système de Milwaukee, autant la protection de cercle on en parle tout le temps, hein, c'est le pivot que tu veux à côté d'un Zion, c'est le pivot que tu veux à côté de ta star non shooter, entre guillemets. Ce qui est Giannis, hein. Giannis n'est pas un shooter. Il peut en mettre, mais n'est pas un shooter. Et en face, t'as DeAndre Ayton. First pick. C'était le joueur qu'on lui attendait en 3e année parce qu'il fallait qu'il soit bon d'emblée dans une équipe avec des ambitions. Il fait des playoffs très très bons. Défensivement contre Nikola Jokic et par séquence sur AD, il a été vraiment très impressionnant. Offensivement, il a été d'une propreté rare contre les Clippers. Alors c'était pas il y avait pas Serge Ibaka, on le regrette tous ici, on pense que ça aurait vraiment pu changer la série, je pense qu'on était tous d'accord. Ce duel Ayton-Lopez, Tom, je vais pas te dire qui est meilleur, qui va prendre le plus d'avantages, ça, tactiquement, tout ça,
comment tu vois ça en termes de match-up en réalité? Moi, je trouve ça super intéressant dans le sens où ce sont deux morphotypes qui semblent très différents, mais qui sont quand même similaires sur bien des aspects. Moi, je trouve ce sont des joueurs qui ont deux qualités similaires en attaque et en défense. La première qualité, ça va être la couverture défensive et la couverture défensive et savoir accompagner les joueurs et les gêner sans faire faute. Ça, c'est un truc, c'est une qualité qu'on peut pas leur enlever, et savoir bien utiliser leur longueur défensivement pour gêner l'accès au cercle. Et puis offensivement, les deux ont une qualité similaire, c'est ils travaillent tôt dans la possession. C'est-à-dire les seals, les mecs, ils sont super efficaces sur les seals où tu peux les trouver sur une petite passe lobée. Ils ont déjà fait le travail, ils sont à 2 mètres du cercle et ils ont la force et l'envergure pour pouvoir terminer assez facilement les actions. Donc je pense que ça va être une belle bataille de tranchées. Je pense que ça va se jouer à celui qui fait la faute le premier. Je pense que les deux sont capables de s'attaquer mutuellement. Après, là où je pense que Brook Lopez sera un petit peu plus en danger, c'est que avec Chris Paul qui shoot à 50% à mi-distance, avec Chris Paul qui shoot à 51% à mi-distance, et d'ailleurs dans une vidéo de Thinking Basketball, l'auteur expliquait que cette saison, quand tu prends les points marqués par Chris Paul et Devin Booker, ils en mettent environ à 22 sur pull-up. Donc ça, ils mettent 22 points par match en moyenne sur du pull-up, à 2 ou à 3. Donc ça va être vraiment quelque chose de clé pour Brook Lopez, qui je pense sera beaucoup plus mis en danger là-dessus, là où peut-être pour DeAndre Ayton sera plus dans sa zone un peu de confort, dans le sens où Jrue Holiday, c'est un joueur qui aime beaucoup attaquer le cercle de façon frontale, et DeAndre Ayton, c'est l'un des joueurs qui défend le mieux du coup le cercle, donc il sera plus dans une zone de confort, là où la zone de confort des joueurs de Phoenix ou des attaquants de Phoenix est plus dans une zone un peu comment dire, inconnu, ou qui n'est pas forcément favorable à Brook Lopez. Alors on a vu s'adapter sur les cours, il a pas fait que du simple drop, hein. Il a mixé un peu de switch, il a réussi à tenir les joueurs des Hawks, voilà, il a bouché l'accès au cercle, il a réussi à faire quelques contres sur des drives quand il a été pris en 1 contre 1, mais là on est sur des animaux différents que ce qu'il a vu avant, quoi, et je pense que c'est lui qui a le plus de chances d'être mis en danger. C'est extrêmement intéressant parce que j'arrivais un peu à la même conclusion. Déjà, moi je pense pas que ce serait en match-up direct que ce serait important. DeAndre Ayton, c'est pas le joueur qui va prendre la balle et qui va attaquer Brook Lopez en frontal, parce que de toute façon c'est pas là où la série joue, et au vu de l'usage de Dayton, il doit être à 16 ou 17 en moyenne à peu près. C'est pas là, il récupère un peu ce qu'on lui offre, DeAndre Ayton, en attaque. Là où ça va être extrêmement intéressant, c'est que justement Brook Lopez, là où on va l'attendre, ça va être sur toutes les attaques qu'il va subir du backcourt adverse, et le match-up est extrêmement intéressant là-dessus. Et en plus, à l'inverse, je ne suis pas sûr, du coup, on n'en est pas sûr, que ce soit forcément DeAndre Ayton qui sera sur Brook Lopez en cas d'entrée dans la danse de Giannis. Donc aussi, c'est un match-up de pivot extrêmement intéressant, c'est-à-dire que ça peut défendre, ça va dépendre de, par exemple, la réussite de DeAndre Ayton à contenir Giannis sur des drives, et la capacité à Brook Lopez à sortir sur le backcourt extérieur pour les empêcher de prendre les tirs à mi-distance. Là où Brook Lopez me rassure, c'est quand même un grand bestiau, et il peut quand même, sans forcément être extrêmement mobile, en étant intelligent, et il l'est, je trouve, quand même ne pas trop souffrir. Mais c'est important que Brook Lopez puisse rester, parce que si jamais on se rend compte au bout d'un match que Brook Lopez est ciblé et qu'il a du mal, et que c'est lui qui flanche, enfin c'est le maillon faible, c'est la pire nouvelle pour les Bucks, clairement. Si ça arrive, pour moi la série est quasiment finie, parce que si tu peux pas
compter sur Brook Lopez dans ce cas-là, j'ai du mal à voir comment les Bucks s'en sortent facilement là. Bah, moi, ce qui peut être gênant pour lui, c'est qu'il soit peut-être obligé de changer de rôle. Là où il est l'ultime rempart normalement quand il y a Giannis, si jamais il joue avec Bobby Portis, il va falloir peut-être qu'il couvre plus Portis plutôt qu'être le joueur qui pouvait bénéficier du premier travail que Giannis aurait pu faire, par exemple. Donc, il va peut-être changer de rôle ou du moins, il sera peut-être obligé d'intervenir un petit peu plus tôt défensivement dans la possession, là où il aurait pu, avec la présence de Giannis, qui est déjà lui-même un bon défenseur et qui est quelqu'un qui est bon sur les aides aussi. Là, on passe d'un défenseur élite à un défenseur médiocre, quoi. Donc ça va lui faire beaucoup plus de boulot et beaucoup plus de choses à couvrir. Ça pourrait lui le mettre en difficulté sur son rôle. Ce qui est intéressant, ce que dit Marianne, c'est que DeAndre Ayton est sûrement meilleur que Brook Lopez. Brook Lopez, pour que la série dure et pour que Milwaukee l'emporte, Brook Lopez doit être meilleur pour Milwaukee que DeAndre Ayton pour Phoenix. Ouais. Même si en réalité DeAndre Ayton est meilleur. Je pense que c'est un meilleur joueur de basket aujourd'hui que Brook Lopez. Moi, ce qui m'intéresse, comme on l'a dit tout à l'heure, on en a déjà parlé, on va pas refaire le débat technico-tactique, entre guillemets. C'est deux équipes qui dropent beaucoup, mais c'est deux équipes qui, dans leur variation de défense de drop, ont montré qu'elles étaient capables de changer. C'est-à-dire, par exemple, pour les Bucks contre Atlanta, il fallait couper le flotteur de triangle, on a avancé Brook Lopez. Ça a vraiment pu changer un petit peu la série. Ayton, il a pas vraiment été ciblé, par le jeu des Clippers, parce que le jeu des Clippers, c'est beaucoup de drive and kick. Donc en réalité, c'était pas vraiment Ayton qu'on voulait faire mettre à mal, c'était les joueurs d'aide dans les côtés qu'on voulait agglutiner dans le cercle pour ensuite, dans la peinture pour ensuite, mettre le ballon sur les extérieurs. Ce qui m'intéresse plus, c'est que les Bucks, c'est pas vraiment une équipe de drive and kick en réalité. Quand ils roulent sur l'adversaire en saison régulière, oui, il y a beaucoup de drive and kick avec Giannis, mais dans le setting playoff, c'est une équipe de 1 contre 1 en fait. C'est une équipe de 1 contre 1 qui est plus grande, plus costaud que toi, qui va essayer de te shooter dessus parce qu'elle a des bons shooters et qui va essayer aussi de te dominer au rebond. De qualité qu'ont Ayton. Et moi, c'est vraiment pour moi le facteur X de la série, c'est lui. Parce que si lui, il arrive défensivement à vraiment limiter la casse, à sécuriser le rebond, c'est impossible de stopper les meilleurs joueurs du monde en 1 contre 1, en switch ou même sur du drop, mais à faire que sur 15 possessions, il y en a 5 où il arrive à les embêter un peu. Je pense que Phoenix ira au bout. Voilà, je pense que c'est clé sur ça. Mais d'ailleurs, il a quand même été mis en difficulté sur le match 5 face aux Clippers, là où ils ont été un peu cueillis à froid. Même quand les Clippers ont commencé à jouer très petit, quand ils ont sorti la recette qui avait réussi contre le Jazz, il avait aussi été mis un peu en difficulté DeAndre Ayton. Il avait aussi été un peu mis en difficulté. Franchement, on disait mieux que nous, Ben le dit beaucoup, être pivot aujourd'hui en NBA, c'est très difficile, qui plus est quand t'es dans ta 3e année. DeAndre Ayton, il est en contrat rookie. Alors oui, c'est un first pick de draft, mais il est qu'en contrat rookie. Le prime de DeAndre Ayton, quand il, je pense, aura compris comment tout bien défendre et qu'il sera mature avec son corps et tout ça, c'est dans 4 ans. Non mais c'est incroyable ces playoffs. C'est ça, ces playoffs sont incroyables et on n'en parle pas parce que il y a Luka Triangle et tout ça, et parce que à vie il sera lié à ces joueurs-là dans l'optique des fans de choix de draft, mais il fait des playoffs super bons, monstrueux. Ouais. Alors il est monstrueux sur ces playoffs. Exactement. Alors il a pas tout le temps eu à affronter la plus grande des compétitions, mais il a fait ce qu'il avait à faire et on sait ce qu'on demande à un joueur dans ces playoffs, tout simplement. On passe les gars à la 6e et dernière question. Je sais pas quel match de 6 était le plus intéressant. Ah si, c'était le match de Chris Paul. Juste pour la deuxième mi-temps qu'il a faite, c'était incroyable. Et puis pour voir un petit peu de Pat Bev assez dans ses œuvres. Du dirty Pat. Dans ses œuvres. La 6e question les gars, c'est un peu sur les rotations. Moi ça m'intéresse toujours. Combien de joueurs dans chaque équipe vont jouer?
j'avais noté avant, on en a parlé un peu avant, j'ai noté 9 joueurs côté Suns, donc le 5 de départ, plus Cam Payne, Cam Johnson, Dario Saric et Torrey Craig. Et j'ai noté... Voir Nader. Donc, pour moi, Nader, non. Mais... Tu penses Nader, non? Ouais. Ah, il va peut-être jouer, mais ce serait une connerie. Tu penses? Moi, je trouve qu'il est quand même, après, ça dépend ce que tu cherches, puisque, ça dépend ce que tu cherches, puisque on a vu, par exemple, tu vois, quand Saric était un peu, dépassé, au final, ils ont testé un peu Craig en 5, et Nader avait repris un peu les minutes de Craig vers la fin de la série contre les Clippers, hein. Après, Monty Williams, il a la chance de pouvoir proposer et d'avoir ces dilemmes-là encore, tu vois. Et franchement, tu le disais dans le dernier épisode, je crois, Tom, sur les joueurs au minimum de Phoenix. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Enfin, moi, ouais. je les compare avec mes joueurs au minimum à moi que j'ai eu. Et je le dis, hein, Etwan Moore et Loxton Galloway, moi, je les prends sur mon banc et je leur donne des minutes en playoff devant mes gars, hein. Alors que moi, je suis fan d'une équipe qui avait des ambitions quand même. Donc c'est quand même incroyable que je cite pas Loxton Galloway et Etwan Moore qui, franchement, alors oui, c'est les finales NBA, tu me dis, ils prennent 10 minutes, je suis pas choqué, hein, je suis pas ahuri. Et du côté de Milwaukee, moi, j'avais 8 joueurs. Dans le petit coup, Giannis est là. Donc le 5 de départ, Connaughton, Portis et Forbes. Et les classiques 30 secondes de Thanasis. Ouais, et le 1 minute 30 de... les 30 secondes d'énergie de Thanasis. Et Elijah Bryant. Les gars, vous voyez ça comme ça, ou vous voyez des rotations plus resserrées ou plus étendues pour certaines équipes? Les Bucks, ils peuvent pas plus serrer que là, hein. C'est très limité, hein. Ils ont fini un peu sur les jantes sans Giannis, certes, mais ils peuvent pas plus. Enfin, Jeff Teague a vu le terrain, pas beaucoup, mais il l'a vu. Pour moi, c'est un fort indice que c'est compliqué. Donc, ouais, Min Forbes, PJ Tucker, Pat Connaughton, Bobby Portis. Bobby Portis, est-ce qu'il peut avoir par exemple autant de minutes que dans les derniers matchs de la série? Bah non. Et ça, c'est un vrai problème. Mais du coup, Pat Connaughton, tu peux pas le charger plus. Il tournait déjà quasiment à 30 minutes. Donc moi, sur les games 1 et 2, je trouve que côté Bucks, on est vraiment mais court, très court et trop court. Donc va vraiment falloir que des planètes s'alignent pour qu'ils en prennent un. Avec le retour de Giannis, t'es moins dépendant de la capacité de Bobby Portis à rester sur le terrain et donc ça ira mieux, clairement, hein. On va pas se mentir, c'est un bel upgrade, mais c'est vrai que pour moi, dans les rotations, il y a un avantage Suns qui se voit et qui se voit très clairement. Parce que DiVincenzo est pas là non plus. Voilà, il faut le dire. Ouais, c'est ça, c'est ça qui leur fait mal. Parce que après, même au niveau du roster des Bucks, hein, vu que la façon dont ils ont constitué le roster, avec les bonus de Jrue Holiday, ils se sont handicapés, donc ils ont une certaine limite qu'ils pouvaient pas dépasser. Au bout d'un moment, ils avaient uniquement le choix entre des joueurs au minimum, sachant que non seulement ils se sont handicapés en signant Bobby Portis, et en prenant en compte, tu vois, tous les unlikely bonuses qui normalement ne comptent pas quand tu n'es pas handicapé, mais qui comptent, du coup, quand tu t'handicapes, bah, du coup, le contrat de Jrue pèse beaucoup plus dans le cap. C'est pas juste le chiffre que vous voyez quand vous allez sur Spot-Track, hein. C'est pas juste ce chiffre-là. Hein. Voilà. Le proprio, c'est pas le chiffre qui paye à la fin de l'année. C'est ça. Et malheureusement, en fait, ils ont été obligés de signer énormément de joueurs au minimum pour gonfler le roster. Et quand tu regardes les joueurs au minimum, t'as quoi? T'as Jeff Teague, t'as Thanasis, t'as Toupane. Mais t'as vu, surtout Tom, le nombre de joueurs qui sont arrivés en cours de saison parce que de mémoire, Toupane et Elijah Bryant et Teague, ils sont pas là au début de la saison, ces 3 joueurs-là. Ouais. Diakité, Noara, et c'est les 3 rookies. Diakité, Noara et... C'est des rookies, mais qui sont signés, tu vois, au contrat minimum de son retour de draft. Et Justin Jackson qui est récupéré, tu vois, lui aussi au minimum, quoi. Donc déjà dans le roster, et Thanasis, donc déjà dans le roster, t'as presque la moitié des mecs qui sont au minimum. Ce qui est super dur, Tom, c'est que pour moi, Torrey Craig et DiVincenzo, aujourd'hui, joueraient dans ces playoffs-là du côté de Milwaukee. Il y en a un qui est plus là. Et ils ont décidé de couper Torrey Craig. Ils l'ont coupé pour faire venir Tucker, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et à côté, ils ont eu, la blessure de DiVincenzo qui a changé leur rotation. Et Giannis. Donc c'est très problématique sur ça. Tu vois, comme l'a dit Madiane, Tom, des rotations très resserrées côté Bucks, où
ou des choses un petit peu plus différentes? Ben, c'est marrant puisque c'est un reproche qu'on faisait souvent à Budenholzer, en fait, de pas faire jouer assez ces gars. Et là, il se retrouve à totalement est-ce qu'il est obligé de les faire trop jouer maintenant? En fait, oui, il est obligé. Là, il est limite obligé de trop les faire jouer. Il a les mains liées, hein. Les 40 et quelques minutes de Chris Middleton, je pense que ça lui fait mal, hein. Mais du coup, je pense qu'on aura un petit peu plus de Bryn Forbes, juste pour faire travailler un peu Booker, tu vois, le forcer à courir à travers les écrans. C'est pareil contre Atlanta, parce que pour faire travailler Trae Young, hein. ouais. C'est peut-être pas le même délire. C'est vrai. Je peux voir Bryn Forbes jouer peut-être plus, mais ça dépend. C'est ce que tu disais, Alan. Ça dépend, hein. Comme dit, si c'est comme contre le Heat où à un moment on aurait dit Stephen Curry, bah évidemment qu'il va avoir le terrain parce que il fait trop mal. Mais dès lors qu'il n'est pas efficace offensivement, c'est un problème pour toi. Donc je pense que ça va être des tests en fait où tu le rentres, tu vois s'il en met, si tu vois très vite qu'il met pas, il va ressortir aussi sec. Je pense que ça va être ça. Et je pense qu'il va avoir un temps de jeu très changeant dans la série où si ça se trouve sur son game où il est dedans, il va jouer 20 minutes, peut-être pas beaucoup plus. Et il y aura des games où il va en jouer 2 ou 3 parce que voilà, le contexte y prêtait pas forcément. Ouais. C'est clairement après. Moi, le truc, c'est que je vois pas Bobby Portis jouer autant. Contre Chris Paul et Devin Booker, c'est pas ça, quoi. Non, ça va pas être possible. On est dans des playoffs où il y a des Lou Will et des Bobby Portis games dans des tours avancés. Moi, comme le disait Ben, hein, j'arrête tout type toute réflexion sensée. Voilà, on va voir des séquences avec 2-3 pick and pop à 3 points de Bobby Portis dans des filets NBA avec la salle en furie et je serais même plus choqué, hein, donc ça va être ça. Les gars, je pense on a vraiment fait le tour, hein. Je pense que si vous voulez une preview complète, c'est ici que ça se passe. De toute façon, c'est pour ça que vous nous écoutiez. On passe à quoi? Au prono et au MVP. Donc je veux le prono, les gars, et votre MVP des finales. Je vais vous griller la priorité. Moi, ça fait longtemps que je conduis ce train. Pour moi, c'était mes favoris à l'Ouest quand les Lakers sont sortis. Je vais dire Phoenix en 6 avec Chris Paul MVP. Et ça me fera du baume au cœur après la défaite en 8e de finale contre la Suisse. Voilà. Parce qu'arrêter de mater l'Euro, ça sert plus à rien, on a perdu. Voilà. Ouais. Eh ben, j'ai exactement le même pic et rien ne me donnerait plus ce sourire que Chris Paul qui vaincrait sa malchance en ayant une chance insolente. Parce que s'il bat les Bucks avec Giannis qui est pas à 100%, s'il bat les Lakers avec un pas de LeBron, les Denver sans Jamal Murray, les Clippers sans Kawhi et Milwaukee sans Giannis sur certains matchs, là je pense qu'en termes de chance il a utilisé son quota là. Ouais, mais en fait, il a dépassé Didier Deschamps. Mais il a dépassé Didier Deschamps, tu sais, en inversant tout le karma, tout le sale truc qu'il prend. Parce qu'il a aussi, il a pris le Covid aussi, il a failli pas avoir de chance non plus. Non, mais ce serait incroyable. Donc moi, j'ai 4-2 et j'ai Chris Paul parce que pour moi, Devin Booker, j'en reparlerai dans une autre rubrique. Mais Chris Paul, ça va être le finisher. Comme dit, c'est comme pour moi, ça me fait beaucoup penser à LeBron et Anthony Davis. Il y a un mec qui va mettre les gros coups de marteau. Mais le MVP, c'est Chris Paul. Je vois la rubrique que tu veux parler. Je vois dans quoi tu parleras de ça dans quelques mois. Tom? Pour changer, je vais dire Bucks en 7. Pour changer, je vais dire... C'est pour prendre le contre-pied ou parce que tu penses vraiment que les Bucks vont gagner? Je pense qu'ils ont des chances si Giannis revient tôt. Ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont de grandes chances si Giannis revient tôt et j'ai vraiment des doutes sur la durée en fait, sur la longueur. Alors oui, tu vas me dire que les Bucks, leur parcours, ils se sont tapés Miami, les Nets et Atlanta. Donc c'est quand même un parcours avec voilà, ils ont affronté quand même des équipes costauds, dur au mal, mais je me dis que tu vois par rapport aux Suns avec ils reviennent de tellement loin que je me dis qu'il y a moyen
Il y a moyen, et puis il y a aussi le facteur malchance Chris Paul, hein. Pourquoi ça le lâcherait maintenant? Arrête. Oh non, arrête. Mais non. Je te pose une question, Tom. Ouais. Si les Bucks gagnent en 7, mais que Giannis rate les 2 matchs, est-ce que Giannis est MVP? Non. Ok. Donc son MVP. Moi, je dirais genre Jrue. Ah ouais. Le truc, le long shot. Ok. Oula, ça part dans de l'obscur. Bah, C'est le ça- dark Mais je pense qu'ils sont pas favoris, mais je pense qu'ils peuvent gagner. D'accord. Moi, ça dépend. Moi, je pense que les Bucks, à 100% auraient pu la gagner. Je pense. Pareil. Là, maintenant, ce que je me dis, c'est que ça dépend. Pour moi, mon opinion sur cette série change s'il y a un partout dans 2 matchs Avec Giannis qui revient au 3. et Giannis revient au 3 ou au 4. Potentiellement au 3 et qu'on voit qu'il peut jouer. Si là, il y a un partout, je vois les Bucks pouvoir l'arracher parce que je trouve qu'ils ont montré un truc que les Suns sont pas encore pu montrer et peut-être qu'ils ne l'ont pas. C'est le cœur qu'ils ont eu quand même parce que contre les Nets, ils passent tellement près de se faire sortir, ça se joue à rien et ils ont montré quand même un esprit collectif dans l'adversité qui, mine de rien, c'est le petit effort en plus, c'est le rebond que tu vas aller attraper au bout. Alors il y a un mec en face, Chris Paul, qui a cette expérience-là, mais ça peut être tant de côté Suns quand même à ce niveau de compétition. Et je me dis que ça peut jouer en faveur des Bucks. Donc si on est sur ce scénario-là, une série longue plutôt accrochée, là dans ce cas les Bucks peuvent la prendre. Mais s'il y a 2-0, avant le retour de Giannis, pour moi c'est quasi mort. Parce que les Suns, ils ont jamais été encore mis dos au mur, Non. en fait, dans ces playoffs. Ils ont jamais été mis vraiment, enfin, Si, ils ont été mis en difficulté. Le 2-1 face aux Lakers, mais en fait, il y a la blessure d'Eddie juste après. Il y a la blessure au milieu du match 4. D'ailleurs, les Lakers étaient bien partis, t'avais l'impression qu'ils avaient trouvé la solution face à Phoenix, et puis Eddie se blesse et tout change. Ils perdent le match et ils perdent après. Oui, parce qu'après, contre Denver et contre les Clippers, en fait, c'était plus avant le début de la série contre les Clippers, où on se disait, Chris Paul n'est pas là, comment ça faire? Mais en fait, quand tu mènes 2-0 sans Chris Paul, même si après tu perds des matchs, t'es quand même pas dos au mur, en fait. Donc, après, je trouve que le 4-2 face aux Clippers, il est quand même gentil, hein. Parce que, l'écart entre les deux équipes, même sans Kawhi, hein. Enfin, tu vois, ça se joue à rien. Tu vois, les deux premiers matchs, où, ils mènent 2-0 sur des actions. À moins d'une seconde, et puis oui, complètement. Et des lancers francs ratés, Tom, c'est... Voilà, des lancers, tu vois, ça se joue à vraiment rien sans Kawhi. Il y a, honnêtement, hein, les Suns, si ça continue comme ça jusqu'en finale, ils sont quand même sacrément vernis. Ouais. C'est un truc de malade. Ils ont pas été vernis pendant longtemps, on peut se dire que c'est peut-être positif pour eux. Puis ça prouve aussi, comme l'a dit Ben la dernière fois, que t'es pas tout le temps obligé d'attendre. Tu peux aller chercher un multiple All-Star et prendre quelques risques en termes salarial et en termes d'assets. Et puis voilà, si ça peut récompenser et montrer à d'autres équipes que c'est pas négatif de balancer quelques pics pour une superstar, je fais un signe à une équipe qui joue en vert et blanc, ça peut être pas mal. Et est-ce que quelqu'un parle encore du contrat de Chris Paul? Je crois pas, là. Personne parle du contrat de Chris Paul, mais... C'est marrant, hein. Jusqu'à son prochain contrat, l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Il va être payé 35 millions quand il aura 38 ans. Oh, c'est criminel. C'est vrai. Les gars, c'est un plaisir. Je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Il y aura eu les 2 premiers matchs, je pense. Ouais. Donc, selon vous, Giannis n'aura pas encore joué. Non. Selon nous, on n'aura pas encore vu de Giannis. Donc, on analysera sûrement une série un peu étrange. Mais on verra ça très vite. On va essayer d'être actifs sur les réseaux sociaux, mettre pas mal de contenu, peut-être faire des lives dans les prochaines semaines, faire des choses comme ça, comment on peut s'organiser. Des retours sur chaque match aussi. C'est ça, des comme retours on a sur chaque l'habitude match, de faire. comme on fait d'habitude, on essaie d'enregistrer le lendemain. C'est pas toujours le plus qualitatif, mais au moins ça permet d'avoir un peu de la réaction dans le moment, d'avoir des analyses comme ça. N'hésitez pas, on va peut-être faire un petit sondage sur Twitter pour le titre de MVP, pour le qui vous voyez gagner. Vous voyez que c'est un petit peu clairsemé entre nous trois. Je pense qu'avec les autres gens de l'équipe, ça sera aussi un peu pareil. Je pense qu'il y aura du Phoenix, il y aura du Milwaukee. En tout cas, profitez parce que c'est les finales NBA. Après, on n'a plus de NBA pendant pas mal de mois, même si on aura
les Jeux La Summer League, mais bon, Ben va dire que c'est pas de la NBA, la Summer League. C'est vrai. Mais bon, on aura les Jeux Olympiques, on aura Il y a les JO, on aura ouais. pas mal de choses. Les gars, c'était top. On se voit très très vite. Portez-vous bien. Et puis si vous voulez jeter un œil à Victor Wembanyama, allez sur YouTube parce que ça reste du basket. C'est sale. C'est grave. C'est sale et c'est français en plus. Ouais. Allez, salut, à plus. Bonne finale à tous, salut. Salut.